Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui on va faire un voyage franchement époustouflant. Vous savez, on a souvent cette fausse idée en tête, on se dit que la science c'est une sorte de gros manuel intouchable rempli de vérité absolue. Eh bien oubliez ça tout de suite, c'est exactement l'inverse. C'est en fait une immense course de relais, super dynamique, remplie d'observations minutieuses, d'énormes doutes et surtout de corrections magistrales. En fait, chaque génération qui débarque s'appuie sur la précédente, parfois pour la valider, mais très souvent pour tout renverser. Alors quel est le programme aujourd'hui? Eh bien on va traverser 5 grandes étapes. D'abord l'univers intuitif, puis la révolution céleste, la naissance du langage mathématique, l'unification classique et enfin les mystères de la masse et de l'inconnu. Bref, un voyage express depuis la philosophie de la Grèce antique jusqu'à la physique des particules du XXIe siècle. Alors chapitre 1, l'univers intuitif et le règne d'Aristote. Remettons-nous dans le contexte. Pendant une éternité, notre compréhension du cosmos ne reposait que sur un seul outil, notre bonne vieille intuition humaine. Et l'homme qui a littéralement distillé la façon dont on voyait le monde pendant plus de 2000 ans, eh bien c'est lui, Aristote. Son modèle géocentrique, franchement, il tombait sous le sens à l'époque. On regarde sous nos pieds, la Terre a l'air complètement immobile, bien calée au centre de tout. Aristote, lui, il a coupé la réalité en deux. D'un côté, notre monde à nous, le monde sublunaire, imparfait, chaotique, où tout finit par s'arrêter. Et de l'autre, le monde supralunaire, le ciel composé de sphères célestes parfaites, tournant dans un mouvement circulaire éternel. Alors c'était super élégant et très intuitif, le seul problème, c'était en grande partie faux. C'est quand même fou de se dire qu'il s'est écoulé près de 2 millénaires entre Aristote et le début de la révolution scientifique. Pendant tout ce temps, l'humanité restait complètement coincée dans cette phase d'intuition. On était persuadé d'avoir déjà compris les règles ultimes de l'univers. Mais toute bonne chose ayant une fin, on passe à notre chapitre 2, la révolution céleste. Alors c'est le moment où ce confort intellectuel explose en plein vol et où on nous retire brutalement du centre de l'univers. Voici l'idée qui a tout fait basculer, l'héliocentrisme. Et c'est Nicolas Copernic qui lance la bombe en mettant le soleil au centre. Il ramène soudainement de l'ordre et de l'harmonie dans tout le bazar cosmique. D'un coup de baguette magique, si on peut dire, ça a expliqué ce fameux mouvement rétrograde des planètes. Vous savez, cette trajectoire bizarre que l'ancien modèle de Ptolémée essayait d'expliquer avec des calculs hasardeux. Copernic dit non, la Terre est juste une planète comme les autres. Et voilà, il débloque l'astronomie avec juste ça. Mais attendez, il y a un petit problème. Et oui, Copernic a lancé une révolution, c'est clair, mais le système traînait encore de lourds bagages de la philosophie antique. En fait, il croyait dur comme fer que les planètes étaient accrochées sur des espèces de sphères solides et invisibles et que leurs orbites faisaient des cercles absolument parfaits. Comme on le disait, la science est vraiment une évolution constante. Ce modèle-là avait cruellement besoin d'un ajustement et l'homme de la situation, c'était Johannes Kepler. Il récupère les observations astronomiques les plus précises jamais faites à l'époque, celles de son collègue Tycho Brahe, et il se rend compte d'un truc incroyable. L'orbite de Mars refuse catégoriquement de former un cercle parfait. Après des années à s'acharner, Kepler finit par accepter la réalité. Les orbites planétaires ne sont pas des cercles, ce sont des ellipses, des ovales en gros. Et là, c'est une avancée majeure. L'astronomie devient pour de bon une affaire de mathématiques. À partir de là, le rythme s'accélère. Ça nous amène à notre chapitre 3, le langage des mathématiques. Pendant que Kepler redessine les cieux, un autre esprit génial décide de réécrire la physique sur notre Terre. Galilée, persuadé que le grand livre de l'univers est écrit en langage mathématique. La différence de vision est radicale. Avant, avec Aristote, on faisait du qualitatif en gros. Un caillou coule parce que c'est sa nature d'aller vers le bas. Voilà, fin de l'histoire. Mais Galilée balait ça d'un revers de la main. Lors d'un dîner mémorable chez le grand-duc de Toscane en 1611, ce qu'on appelle la bataille des corps flottants. Il démontre par l'expérience que c'est la densité, une donnée mesurable, qui détermine si un objet flotte ou coule. Et voilà, la méthode scientifique expérimentale moderne venait de naître. Galilée ne se contente plus de philosopher, il agit.
Il étudie les balancements des pendules, il mesure l'accélération des objets qui tombent, il prouve que la mécanique de notre planète peut être chronométrée et mise en équation. Le monde physique n'est plus un mystère, il devient prévisible. Mais un mystère géant planait quand même encore. Galilée avait capté comment les objets tombaient sur Terre et de son côté, Kepler avait pigé les chemins ovales des planètes. C'était super, mais pourquoi ces planètes suivaient ces chemins-là? Quel était le moteur derrière tout ça? C'est exactement cette question qui a pavé la voie au prochain saut de génie de l'humanité. Ce qui nous amène à notre chapitre 4, l'unification classique. Une époque absolument magique où les scientifiques ont enfin réussi à lier ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe dans l'espace avec des lois universelles. Alors l'histoire est assez connue, mais saviez-vous qu'elle est bien réelle? En 1665, pour fuir l'épidémie de peste, Isaac Newton, qui boit son thé sous un pommier, voit une pomme tomber. Et là, c'est l'éclair de génie. Il se demande, et si la force invisible qui tire cette pomme vers le bas était exactement la même force qui maintient la Lune autour de la Terre? La théorie de la gravitation universelle était née. Avec son livre monumental Les Principia Mathematica, Newton a carrément codifié l'univers. Avec ses 3 lois du mouvement et sa loi de la gravité, on pouvait tout calculer. Et là encore, l'humanité s'est dit qu'elle avait fini le jeu, qu'elle avait trouvé les réponses définitives, même si, on le sait aujourd'hui, ces lois allaient finir par montrer leurs limites face à des vitesses extrêmes. Cette volonté d'unifier les choses a continué de plus belle au 19e siècle avec James Clerk Maxwell. Alors ce physicien écossais a fait une découverte hallucinante. L'électricité, le magnétisme et la lumière ne sont pas des forces différentes, c'est exactement la même chose. L'électromagnétisme était unifié avec une poignée d'équations sublimes. Et ce chiffre faramineux, c'est la vitesse de la lumière telle que calculée par Maxwell. Et devinez quoi? Eh bien c'est précisément à cause de cette vitesse qu'Albert Einstein va inventer sa théorie de la relativité, pulvérisant l'idée d'un temps absolu et montrant que les lois de Newton n'étaient finalement qu'une très bonne approximation. Au même moment, des pionniers comme Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg et Erwin Schrödinger vont ouvrir la boîte de Pandore de la mécanique quantique. La physique classique n'était en fait qu'une étape de plus, ce qui nous amène à notre chapitre 5 et dernière étape de notre voyage, l'inconnu et la masse. Parce que oui, au milieu de ces théories modernes, ultra précises, avec l'électrodynamique de Richard Feynman par exemple, un truc énorme clochait encore. On calculait super bien les effets de la masse, mais on était incapable de répondre à une question toute bête, d'où vient cette masse à l'origine? C'est là que le fameux mécanisme de Higgs fait son entrée fracassante. Proposé en 1964, c'est un bouleversement total. Jusque-là, la physique considérait la masse comme une donnée de base qu'on accepte sans se poser de questions. Ce mécanisme, lui, dit l'inverse. Il affirme que les particules acquièrent leur masse en interagissant avec un champ invisible grâce à une particule qui restait encore à découvrir. C'est fou la différence entre cette modélisation numérique moderne et les vieux croquis de Kepler, non? Mais pour prouver que la théorie de Higgs tenait la route, il a fallu patienter presque un demi-siècle. Il a fallu construire le grand collisionneur de Hadron au CERN, une machine titanesque, et faire travailler ensemble environ 3000 chercheurs du monde entier. Et ça a payé. Le 4 juillet 2012, ils ont enfin trouvé le boson de Higgs. Alors si on prend un peu de recul sur cette énorme fresque historique, qu'est-ce qu'on retient? Que la science n'est pas une vérité figée. Le modèle d'Aristote, lui, a pris la porte. Celui de Copernic a été corrigé. Les lois de Newton restent extrêmement utiles, mais elles ont été élargies par Einstein sans être détruites. C'est un édifice en perpétuelle construction. Et ça m'amène à cette réflexion finale. À chaque fois qu'on croit qu'on a trouvé les lois ultimes de l'univers, eh bien la réalité se révèle encore plus complexe et plus étrange qu'on ne l'imaginait. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à remettre en question ce qu'on croit savoir et garder les yeux grands ouverts sur ce qu'il nous reste encore à découvrir. Eh bien merci d'avoir partagé cette exploration avec nous et à très vite pour un prochain décryptage.